Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il est notre stagiaire, il est intervieweur dans la ligne droite, il est animateur de la fausse information dans la dernière ligne droite. Il est phénoménal. Il est phénoménal, il est rédacteur en chef de l'étudiant libre. Il doit être prix Nobel bientôt, je pense, Valentin. L'enfoiré. Ça devrait arriver. Bonjour Valentin. Bonjour Corentin, quelle joie de vous retrouver à cette heure si matinale. Eh ben, je suis heureux de vous retrouver et d'être en studio avec vous pour vous parler du Tour de France que je ne connais très peu. Alors, le Tour de France, cette année, c'est dans 4 pays. Dans l'Hexagone, 8 régions, 29 départements seront visités, donc traversés par 22 équipes et 176 coureurs engagés jusqu'au 24 juillet. Alors, moi, je voulais voir déjà avec vous. Déjà, vous en parlez dans l'étudiant libre. Absolument, dans le dernier numéro sur l'aventure. Qui s'appelle Envie. Et donc, vous avez tout un article sur le Tour de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du Tour de France, les origines de ce tour? Avec grand plaisir. Je vous propose pour ça de revenir à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Il faut savoir que le Tour de France a un rapport avec l'affaire Dreyfus. Parce que donc les compétitions de vélo à l'époque sont organisées par des journaux sportifs. Le journal sportif de l'époque en France s'appelle Le Vélo. Le rédacteur en chef de ce journal s'appelle Pierre Giffard. Et il se trouve que Pierre Giffard est anti-Dreyfusard. Or, le vélo est financé par tout un tas de publicitaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de subvention publique, on ne pouvait pas faire vivre un journal comme Libération, par exemple. Et donc, il est financé, entre autres, par un fabricant automobile qui s'appelle Dion-Bouton, donc le comte Jules-Albert de Dion. Et ce Jules-Albert de Dion est un catholique conservateur monarchiste, donc il vous aurait bien plu, Corentin. Et... qui était dans la ligne de la radio. Absolument. Et l'affaire Dreyfus fait qu'il y a une tension qui éclate entre ces deux hommes. Et le comte Albert de Dion décide de retirer ses financements du journal et de créer son propre journal qui va l'appeler l'Auto-Vélo au début, qui est l'auto pour des raisons de droit. Et il va confier la direction de ce journal à un certain Henri Desgranges. Je ne sais pas si vous n'êtes pas très amateur du Tour, vous ne connaissez pas Henri Desgranges, mais c'est le créateur du Tour de France. Parce qu'Henri Desgranges va se demander très vite comment concurrencer les ventes du vélo. Donc un jour, il est accoudé au bar, comme là où on a beaucoup d'idées, avec son collaborateur Géo Lefebvre, et ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer ces ventes de nos journal qui vient de naître. Et Géo Lefebvre lui propose de créer la plus grande course cycliste au monde, jamais créée. Donc Henri Desgranges va travailler l'idée, il va accepter très vite. Et la première édition verra le jour en 1903, donc ça fait déjà 109 ans. La première édition, c'est tout simplement une annonce dans un journal. Les premières étapes, donc c'est un tour en 7 étapes: Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes et Nantes-Paris. La première étape, Paris-Lyon, c'est 467 km, c'est immense. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, les étapes du Tour de France sont entre 150 et 220 km grand maximum, en moyenne 180, mais c'est absolument dantesque. Ça va être un succès, hein. Il y aura entre 200 et 500 000 personnes sur les routes. 15 000 personnes seront présentes au Parc des Princes à la fin, donc à la fin de l'édition. Donc on va reconduire cette course l'année d'après, les années suivantes. À partir des années 1910, on va vouloir aller dans les hauteurs, chercher les cols dans les montagnes, ces zones très reculées. À l'époque, dans les Pyrénées, il y a encore des ours, il y a encore c'est des choses vraiment extraordinaires. Et en 1910, le premier passage au col du Tourmalet verra le jour avec Octave Lapisse, d'ailleurs, qui est en photo dans notre article, en train de grimper pour la première fois le col du Tourmalet. Et d'ailleurs, il aura ce cri qui est très connu aujourd'hui, il traitera les organisateurs de la course d'assassins quand il va passer au sommet, tellement l'ascension aura été difficile. Je rappelle qu'à l'époque, les coureurs, les vélos, donc c'est pas du tout les vélos d'aujourd'hui à 6,5 kg ou avec limite un moteur électrique, non je suis mauvaise langue, mais en tout cas à l'époque les machines c'est en acier, ça fait à peu près 20 kg, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de dérailleur, donc on monte l'école. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de vélo, mais vous n'avez pas de vitesse à l'époque pour changer. Pas de frein dans les descentes. Terribles. Et les routes sont il n'y a pas de goudron, donc c'est des routes caouteuses. Essayez de faire Paris-Lyon aujourd'hui avec un vélo de 25 kg sur des sentiers, vous verrez, je pense que ça vous vous rendrez compte un peu de ce qu'ont vécu les coureurs de l'époque, quoi.
Et puis donc voilà, le Tour de France, ça va être aussi l'occasion de grandes légendes. Notamment l'une des plus connues, Eugène Christophe en 1913. Donc pareil, je rappelle que l'assistance et les entraîneurs sont interdits sur la route. Il y aura beaucoup de fraude évidemment, mais c'est totalement interdit. Que c'est pas du tout pareil aujourd'hui avec les voitures d'équipe où on peut changer sa roue en 5 minutes. Eugène Christophe, donc, c'est un coureur en 1913 qui, dans la descente du col du Tourmalet, alors qu'il est en tête de l'étape, casse la fourche de son vélo dans la descente. Donc il est obligé de finir la descente à pied. Il va marcher 10 km à pied. Il va arriver à Sainte-Marie-de-Campan, qui est la ville en bas du col du Tourmalet. Et étant donné qu'il n'a pas droit à l'assistance, il va marcher jusqu'à une forge et il va réparer lui-même son vélo à la forge pour ensuite reprendre l'étape. Bon, il finira à 4 heures du premier, il aura perdu du temps, et donc aujourd'hui encore à Sainte-Marie-de-Campan, on a un monument qui commémore cet événement parce que c'est quand même, ça montre en fait la psychologie des sportifs de l'époque. On n'est pas du tout sur le sportif aujourd'hui qui engueule son technomécanicien dès qu'il met une minute de trop à changer sa roue. Et en même temps, c'est compréhensible avec les exigences de l'argent, de la performance, mais à l'époque, c'est véritablement des gladiateurs en fait. Ce sont. Et d'ailleurs, en 1924, Albert Londres fera un article où il popularisera cette expression, les forçats de la route. Ça dit vraiment à quel point ce sport est difficile déjà à l'époque. Et c'est des héros pour le peuple. Complètement. Et en plus, le grand avantage, la grande qualité du vélo, c'est tout simplement que c'est le seul sport où on peut, qu'on voit passer les gens devant chez soi. En fait, c'est un sport véritablement qui populaire par essence. Et les gens sont extrêmement contents. Je vous ai dit, il y a entre 200 et 500 000 personnes sur les routes pour la première édition, alors que les médias n'ont pas forcément les mêmes relais qu'à l'époque. Et puis, pareil, c'est une histoire passionnante également, c'est comment le Tour de France a été raconté au début. Géo Lefebvre, le journaliste qui a eu l'idée de cette compétition, la première épreuve, pour couvrir l'épreuve, le journaliste, il est tout seul pour couvrir l'épreuve, il doit faire officier, donc il doit raconter l'épreuve, gérer les chronomètres, gérer les checkpoints pour tout le monde. Et il n'a pas de voiture. En 1903, il y a très peu de voitures. C'est pas du tout. Les vélos vont plus vite que les voitures en 1903. Donc il est obligé de se déplacer en train. Et il arrive d'ailleurs à la première étape après, un quart d'heure après le vainqueur d'étape, Maurice Garin, parce que les transports de l'époque ne lui permettent pas d'aller plus vite. Donc c'est vraiment passionnant de voir à quel point. C'est pas du tout les mêmes transports qu'à l'époque aujourd'hui. Et comment c'est devenu professionnel alors le Tour de France avec les sponsors? Alors oui, ensuite donc dans les années au lendemain de la guerre, on a eu une professionnalisation. Donc des années 1950 à 70, c'est toute une période avec des grands noms du vélo que vos grands-parents et nos parents vous ont sans doute chanté, Eddy Merckx, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Luis Ocagnard, Raymond Poulidor, jusqu'à Bernard Hinault dans les années 80. Et donc avec les équipes, avec les besoins de financement pour compenser, parce qu'en fait l'auto a été concurrencé ensuite par la radio et par la télé pour raconter l'histoire du sport. Donc il a dû trouver d'autres sources de financement avec la caravane du Tour qui est quand même un emblème encore aujourd'hui. Et il y a eu des exigences et donc comme tout sport, c'est devenu une industrie avec des exigences de financement extrêmement énormes aujourd'hui. Et des demandes de rentabilité, évidemment. Voilà. Et bien évidemment, on va parler du dopage, parce que quand on parle vélo, on pense évidemment au dopage. Oui, c'est triste, mais le dopage, c'est une question compliquée. Il faut savoir que le dopage, ça commence... L'article que je vous ai cité d'Albert Londres en 1924 sur les forçats de la route parle déjà du dopage. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans le vélo et qui, jusque dans les années 60-70, est tellement normal qu'il c'est même pas considéré comme un véritable problème. Voilà, donc en 1924, on a déjà les détails de ce que les coureurs prennent comme substance pour améliorer leur performance. Faut rappeler à quel point le vélo est un sport difficile et que voilà, 467 km sur un vélo de 20 kg en 17 heures, ça se fait pas sans consommer des produits. C'est de base un sport qui exige le dépassement de soi et l'héroïsme. Mais justement, est-ce que le dopage n'est pas la limite de... Oui, mais on va y venir. Mais encore une fois, Jacques Anquetil, par exemple, qui est l'un des coureurs à avoir gagné 5 fois le Tour de France, qui est donc c'est le record aujourd'hui. Dans les années 60 encore, il est connu pour avoir pesté contre la lutte antidopage. Pour lui, le dopage c'était quelque chose de normal et il fallait laisser les coureurs le gérer. Donc c'est pour vous dire à quel point le dopage était quelque chose d'ancré dans le sport du vélo. Et ensuite, on a eu plusieurs scandales à partir des années 80-90, notamment l'affaire Festina et l'affaire Lance Armstrong, donc l'homme qui a gagné 7 Tours de France et qui a été déchu. Pareil, on a voulu d'abord supprimer, déchoir les titres de Lance Armstrong et donner le titre au deuxième, mais les organisateurs, l'UCI, se sont aperçus que si on voulait vraiment donner le prix du Tour de France au premier coureur non dopé du classement sous les Armstrong, il aurait fallu remonter à un coureur qui était à 2 heures de Lance Armstrong. C'est pour vous dire, donc vraiment, c'est un sport qui est vraiment ancré dans le dopage. Même aujourd'hui, malheureusement, on est obligé d'avoir des doutes quand on voit des performances
comme celle de Tadej Pogačar ou de Roglic, qui vraiment ils attaquent après 5 ou 6 cols dans la journée avec une facilité déconcertante et après 20 jours d'étape, on est obligé d'avoir des doutes. Et la limite entre le dopage aujourd'hui, avec la réglementation très forte, la limite entre le dopage et la consommation de produits qui améliorent juste les performances, c'est extrêmement fin. Et donc beaucoup d'équipes jouent là-dessus. Il y a des docteurs et des médecins qui sont payés très cher pour contourner les règles, pour avoir des innovations dans les produits. Donc c'est très compliqué. Moi je voulais juste vous parler des équipes. Oui. Comment s'organise une équipe pendant le tour ? Là aussi, c'est un problème parce que les équipes ont pris de plus en plus de place, ont verrouillé de plus en plus la course avec le temps. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir des étapes avec du suspense parce que les équipes ont tendance vu qu'elles sont très fortes, il y a des grosses inégalités entre équipes déjà. Et les deux équipes dominent particulièrement le peloton, Ineos et la Jumbo-Visma, une équipe britannique et néerlandaise. Et elles ont tendance à avoir tellement des coureurs tellement forts qu'elles tuent vite le suspense et que en fait très vite les spectateurs, ça explique aussi un peu pourquoi le Tour de France est aujourd'hui délaissé, parce que les courses sont beaucoup plus calibrées qu'avant, on a beaucoup moins de suspense, de défaillance. Qui faisait la romance du Tour dans les années 70-80, même quand il y avait du dopage, c'était la défaillance, c'était la romance, c'était les 8 secondes de Laurent Fignon dont votre père vous a sans doute parlé. Donc c'est des choses, et aujourd'hui les équipes par souci d'argent veulent éviter la défaillance, veulent éviter la romance, et c'est dommage, alors que l'édition qui a marqué les esprits récemment, c'est en 2019 avec la blessure de Thibaut Pinot en l'avant-dernière étape, qui était en passe de gagner le Tour de France et qui s'est blessé vraiment bêtement en tapant sa jambe contre son guidon, et qui a été incapable de finir la compétition. C'est ça qui a vraiment relancé l'attrait du Tour, parce qu'on a eu du dramatique, on a eu de la narration, et c'est ce qui manque aujourd'hui au Tour de France. Et ben merci beaucoup Valentin Schirmer, on espère que ça vous a donné envie de regarder le Tour de France. On rappelle quand même que vous êtes un cycliste d'exception, parce que vous en faites beaucoup. En 1 minute, quel est votre projet cet été ? J'ai pour projet de faire cet été un Tour de France à vélo de 2000 km, en passant par tout un tas d'endroits, notamment le Massif Central, Rocamadour, par El Monial, et je dors chez l'habitant. Donc s'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie chez qui je passe, mettez-le dans les commentaires de la vidéo, signalez-vous et je viendrai vous rendre visite avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup Valentin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.